Madame, Monsieur, bonsoir. Ramadan Moubarak, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ironie du sort, alors que le Portugal s'apprête à commémorer dans quelques semaines le 50e anniversaire de la révolution des œillets qui avait mis fin à la dictature et au régime ultra-conservateur de Salazar, le pays a non seulement basculé à droite, avec une courte victoire certes pour le centre-droit, mais la surprise de ce scrutin a été la montée fulgurante de l'extrême droite qui vient de mettre fin à ce qui était considéré comme l'exception portugaise. Comment expliquer cette percée de l'extrême droite au Portugal? Le chef de l'Alliance démocratique, Luís Montenegro, parviendra-t-il à former un gouvernement avec sa très petite majorité? Quel choix s'offre à lui et jusqu'où ira cette montée en puissance des partis populistes en Europe? Pour répondre à ces questions et à d'autres encore, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau le professeur universitaire et politologue Moustapha Shahimi. Moustapha Shahimi, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors, professeur, avant de commencer, d'analyser les résultats, je voudrais, pour qu'on comprenne mieux, commencer par rappeler, expliquer le contexte particulier de ces législatives anticipées au Portugal. Oui, vous avez raison de le relever, mais avant ce contexte, peut-être cette première observation, si vous le permettez, pourquoi des élections parlementaires au Portugal nous intéressent? Ça ne se passe pas en Finlande, ça ne se passe pas en Malaisie, ça ne se passe pas pour les autos, parce que c'est un pays voisin. C'est un pays voisin, c'est un pays membre de l'Union européenne, c'est un pays voisin avec lequel nous avons des relations étroites. Et nul doute que les téléspectateurs marocains et le public marocain est intéressé par ce qui se passe dans un pays voisin, comme ça serait le cas en Espagne ou ailleurs. Sous le bénéfice de cette première observation, le contexte, c'est des élections législatives anticipées. C'est anticipé par rapport à l'agenda normal. Pourquoi elles sont anticipées? Parce qu'en novembre dernier, voici 5 mois, le président de la République portugaise donc, a décidé de dissoudre l'Assemblée de la République. Il y a une seule chambre, c'est un parlement monocaméral. Et c'est une décision qui a été prise suite à une enquête qui a été faite, qui est ouverte d'ailleurs depuis 3 ans sur des présomptions de détournement, de corruption, intéressant des marchés, c'est intéressant des unités industrielles et autres. Je ne rentre pas dans les détails, notamment l'attribution de concessions d'exploitation de mines de lithium dans le nord-est du pays, d'un site de production d'hydrogène vert, etc. Et c'est sur ça que le chef du gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de démissionner, et ça a été acté par le président de la République, donc qui a pris acte de sa démission et qui donc a fixé des élections législatives qui ont eu lieu dimanche dernier. Alors, c'est évidemment problématique, parce que nous avions au Portugal une gestion socialiste, le Parti socialiste d'António Costa, qui était en même temps Premier ministre depuis 8 ans. Oui. Et voilà un cabinet socialiste qui tombe sur quoi? Il tombe sur une affaire de corruption. Évidemment, c'est un gros problème politique, c'est un problème aussi éthique. Et ça a été un élément s'est saisi dans le cadre d'une opportunité politique aux politiciens de l'extrême droite pour faire sa campagne, pour dire quoi? Il faut nettoyer le Portugal. Voilà ce que dit Luís Montenegro, qui est donc sur ce plan-là, et c'est pour ça que nous avons ces résultats-là que vous avez évoqués. Alors, comme vous l'avez dit, ils étaient au pouvoir depuis 8 ans avec une majorité confortable, absolue. Les socialistes depuis 8 ans. Là, ils sont devancés, mais vraiment de justesse, par 2 sièges, devancés par l'Alliance démocratique de droite. S'agit-il, d'après vous, professeur, d'un vote sanction, donc conjoncturel, ou s'agit-il d'un véritable virage, un nouveau paysage politique au Portugal? D'abord, ceci, peut-être, il faut noter que ce cabinet socialiste n'a pas un mauvais bilan. N'a pas un mauvais bilan économique. Il a assaini les finances publiques en réduisant le déficit du Trésor par rapport au PIB. Oui. Il a, en 2021-2022, il a enregistré une forte croissance, l'une des meilleures croissances
de l'Union européenne pour le rattrapage des années Covid avec un taux de 6-7%, ce qui est quand même intéressant. Oui. Pour 2023, c'est 1,8%, mais c'est honorable compte tenu à la moyenne européenne qui, vous savez, est d'un petit, maigre 1%. Il y a également le chômage qui a été réduit à 6%, qui est un chiffre bas par rapport aussi à la moyenne européenne. Donc le bilan économique est plaidable. Et il y a eu des difficultés, des interpellations de ce gouvernement, notamment pour ce qui est de l'inflation, mais ça, l'inflation, c'est aussi des facteurs exogènes, on le sait, nous au Maroc. Il y a aussi la situation sociale, situation dans les hôpitaux, dans les écoles, qui a fait l'objet d'interpellations. Et puis, il y a une grosse crise du logement au Portugal, du fait d'une spéculation immobilière et du fait que beaucoup d'Européens achètent des résidences secondaires, et donc ça fait flamber les prix au détriment des autochtones, si je puis dire. Ça fait flamber les prix. Et l'immigration mais l'immigration, si vous le permettez, l'immigration, c'est un des thèmes qui a été utilisé sans doute pour la première fois par l'extrême droite portugaise. Or, il faut préciser ceci. Il n'y a que 0,5% de musulmans dans la population portugaise. Je dis bien 0,5%. C'est constitué de qui? C'est constitué essentiellement de migrants marocains, de migrants de Guinée-Bissau, du Mozambique, d'Indiens et Pakistanais. Donc, vous voyez que c'est un... Mais le thème est porteur compte tenu du contexte. Bien sûr. Alors maintenant, autre précision, c'est une assemblée parlementaire qui comprend 230 membres. La majorité absolue est donc de 116. L'ancien Premier ministre avait une majorité confortable de plus de 120. Aujourd'hui, aucun des partis n'est en mesure d'avoir une majorité absolue. Vous avez donné les chiffres. 79 sièges pour l'Alliance démocratique, la droite, 77 pour les socialistes. Et puis le grand gagnant de ces législatives, c'est le parti d'extrême droite Chega, ça suffit, mené par André Ventura. Oui, alors c'est intéressant. Donc, 48 sièges. Ce que j'observe dans ces résultats de dimanche dernier, c'est une fragmentation en plusieurs pôles, à la différence des pôles binaires d'auparavant, gauche-droite, tout ça, etc. Il y a là une fragmentation intéressante, avec évidemment le Parti socialiste qui a essuyé un vote sanction. Il avait 120 sièges, il se retrouve avec 77, il en perd 43, c'est énorme. Alors c'est un vote sanction, vous avez posé la question, évidemment c'est un vote sanction. Comment voulez-vous, après cette affaire de corruption impliquant le Premier ministre sortant, appeler à voter socialiste pour des valeurs, pour l'éthique, la justice sociale, etc. Alors, il y a eu la légère progression d'un autre parti, vous l'avez dit, l'Alliance démocratique, qui a gagné 2 sièges, passant de 77 à 79. Il y a eu aussi le Chega, parti Chega, qui veut dire assez. Ça veut dire assez. Ça suffit. Et donc assez, c'est-à-dire, il se positionne comme étant un parti anti-système, le rejet de ce qu'il y a en place. Et sur ce plan-là, il avait 12 députés dans la précédente Assemblée parlementaire. En 2022. Il en a multiplié ce chiffre par 4, il en a 48. Le parti a été créé en 2019. En 2019, il était seul au Parlement. Oui, donc en 5 ans. Oui, de 19, il avait 1 siège, puis 12 en 2022 et 48. Alors, à noter ici que les sondages se sont de nouveau trompés, mais c'est habituel, si je puis dire. Il donnait le double, il donnait une vingtaine de sièges parlementaires, il en a 48. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les voix. Il a 18% des voix. Ça veut dire que près d'un cinquième des électeurs... 1 million de Portugais ont voté pour lui. Un cinquième des électeurs qui ont voté dans les suffrages exprimés sont prononcés pour lui. C'est-à-dire que c'est un vote d'extrême droite. Oui. Et ça, évidemment, c'est problématique. Il y a aussi la catégorie d'âge, parce que, d'après les statistiques, ce sont les jeunes, les moins de 34 ans, qui ont le plus voté pour lui. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est une surprise, cette percée de Chega, ou est-ce qu'elle s'inscrit dans cette normalisation du discours d'extrême droite
dont le Portugal a été épargné, plus ou moins jusque-là, c'était l'exception. Est-ce que vous êtes surpris qu'il perce, mais qu'il perce avec cette force? C'est sans doute une combinaison de deux facteurs. Le premier facteur, il est interne. Le deuxième facteur, il tient à l'environnement international ou l'environnement européen. Facteur interne, c'est le fait qu'il y ait eu un renvoi d'un Premier ministre socialiste, secrétaire général du Parti socialiste, dirigeant du Parti socialiste, pour corruption. Et donc, c'est bien un vote sanction. Si les élections avaient eu lieu normalement en 2026, les résultats auraient été différents. Oui. Eh bien, oui. Donc, c'est bien un facteur interne qui joue. Et sans doute, la sociologie des électeurs est intéressante. Il y a plus de classes jeunes, 18-30 ans, on le sait, que de seniors, parce que sans doute que les jeunes ont plus de motivation civique. Ils n'acceptent pas qu'un parti socialiste soit éclaboussé de cette manière-là. Oui. Il y a aussi l'environnement, j'y faisais référence, l'environnement européen en particulier, est marqué par le vent en poupe de la droite, de l'extrême droite, Oui. attesté par tout ce qui se passe dans l'Union européenne. Je regardais les derniers sondages pour ce qui est de la France que nous suivons, Oui. comme nous suivons les autres pays. Pour les élections européennes qui sont prévues début juillet, c'est quand même intéressant de voir que le Rassemblement national de Marine Le Pen est crédité de 31% de vote, au moment où le parti macronien, Renaissance, n'a que 19%, et où les autres partis se situent dans une fourchette entre 7 et 10%. Oui. D'autant que c'est un score qui est conforté par les résultats qu'a eu le parti de Marine Le Pen dans la présente Chambre des députés en France, 89 députés. Plus, c'est conforté aussi par un autre élément, le score qu'elle avait fait en 2022, au second tour de l'élection présidentielle, avait eu 43%. Alors voilà donc pour ce qui est de la France, mais c'est préoccupant aussi pour d'autres pays que nous allons peut-être évoquer. Oui, on va les évoquer, mais j'ai cité en intro l'anniversaire, le 50e anniversaire de la Révolution des œillets, donc c'est dans quelques semaines, le 25 avril 1974, parce qu'on croyait que le Portugal, on avait fini avec la dictature et l'ultraconservatisme. Est-ce que ce André Ventura se réclame de Salazar? D'où sort-il? Qui est-il? Sur quelle dynamique surfe-t-il? D'abord, son profil, ça me coûte de le dire, il a 41 ans, mais ce qui me coûte de le dire, c'est que c'est un professeur de droit. Alors, ça me gêne que dans notre coopération, il y ait des professeurs de droit. Il se destinait au départ à embrasser une carrière religieuse. Tout après, à fait. Voilà, donc il a du potentiel. Il a su mettre en avant des thèmes qui sont efficaces sur le plan de la campagne électorale. Et nul doute que c'est une donnée qui va rester dans le système partisan portugais, et on va avoir la vérification de cela lors des prochaines élections européennes qui ont lieu dans 4 mois. Oui. C'est intéressant de voir la représentation donc des listes partisanes portugaises dans les résultats qu'aura ce pays au sein du Parlement européen. Autre point peut-être à relever, c'est que c'est une vague. C'est une vague qui se vérifie, je peux vous donner un certain nombre de détails. En Europe, par exemple, il y a 3 gouvernements qui sont actuellement dirigés par des formations d'extrême droite. En Italie, Hongrie, Giorgia Meloni, qui est présidente du parti post-fasciste, Frères d'Italie. En Slovaquie, Robert Fico est Premier ministre depuis octobre dernier avec un parti populiste, parti Smer. En Hongrie, Viktor Orban, qui est là depuis 14 ans à la tête d'une coalition et qui se réclame de la démocratie illibérale. Illibéral. Oui, voilà. Il y a en Finlande aussi le parti des Finlandais qui a quand même obtenu 20% aux élections législatives.
J'y ajoute aussi d'autres en Espagne. Ce n'est pas propre la France n'est pas propre à l'Europe. Oui, même le Brésil avec. Tout à fait. Mais nous prenons la zone européenne. C'est une tendance. Vous avez donc en Espagne le Parti populaire, donc dirigé par Alberto Núñez Reyes, qui a noué des alliances aux élections législatives régionales et locales avec le parti Vox. Vous le savez. Lequel parti Vox, extrême droite, a eu 12% des voix aux élections législatives, donc c'est quand même important. De juillet dernier. Oui, il nous reste 3 minutes et il nous reste 2 axes très importants. D'abord, la majorité gouvernementale, pour le moment, on l'a vu, ce résultat ne permet pas aux gagnants de former une majorité. On sait qu'André Ventura s'est déjà bien sûr proposé pour une coalition avec l'Alliance démocratique et que lui, Monténégro, a dit niet. Mais comment va-t-il faire pour former une majorité, en tout cas qui sera très, très instable? Il y a, sur le papier, le Parti socialiste s'est exclu. Oui, c'est l'opposition. Sur le papier, il y a plusieurs schémas possibles. Il est évident, vous l'avez dit, que le Parti socialiste ne pourra être que dans l'opposition. Oui. Donc on oublie les 77 il n'a pas le choix députés. Et aucun des autres partis potentiellement appelé à former une majorité, n'aurait eu la mauvaise idée de nouer une alliance avec un parti socialiste qui a été sanctionné de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui reste sur le papier? L'initiative libérale. Il y a aussi, il est exclu que le parti Chega, qui a 48 sièges, soit appelé à diriger. Parce qu'il a 48, les autres, ils en ont 30 de plus, c'est difficile. Oui. Alors, qu'est-ce qui reste sur la table? Il reste soit l'Alliance démocratique, donc de 79, soit une alliance, mais 79, il faut des alliances, les alliances avec qui? Ça va être... Et donc, le risque, parce que si vous prenez le pointage des autres partis, ils ne font pas l'affaire. Parti Initiative Libérale, il a 8 sièges. Il a que 8 sièges. Le Bloc de gauche, il en a 5. La Coalition démocratique unitaire, il en a 4. Un parti qui se dit libre, il en a 4 aussi. Et c'est tout. Les restes... Est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une crise politique comme ça s'est passé en Espagne? Peut-être pas. Il faut compter sur le sens de la responsabilité quand même de la classe politique portugaise qui voudra quand même diriger, sauver l'État dans un contexte difficile. Oui. La formule qui pourrait se faire, c'est une formule à minima, c'est-à-dire une majorité relative, c'est-à-dire pas de majorité absolue, une majorité relative, c'est-à-dire que vous avez moins de 115, mais vous êtes soutenu parce qu'il n'y aura pas de motion de censure pour vous renverser des autres, faute d'accord. Oui. Et donc, c'est une formule qui est souple et flexible, qui a été utilisée, par exemple, par le gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, pendant des années où il avait une majorité relative, c'est-à-dire que le vote se ferait sur des dossiers, sur des projets, sur des programmes, chacun des partis gardant sa liberté d'appréciation. Oui. Alors, comment cette montée des extrémismes et des partis populistes ou anti-système peut-elle impacter les élections européennes dans quelques mois? Est-ce que on pourrait, les partis nationalistes pourraient avoir plus de voix dans le Parlement, même s'ils sont divisés, ils ne sont pas d'accord sur tout. Alors, premier constat, pour l'instant, évidemment, la vague de fond qui est en faveur des partis populistes et des partis d'extrême droite, et nul doute que ça va se traduire lors des résultats des élections européennes. Deuxième point, ces partis d'extrême droite ne forment pas un bloc au sein du Parlement européen. Il y a 2 blocs. Il y a des partis d'extrême droite et il y a à côté ou en face, si je puis dire, des partis de droite conservatrice. Et la difficulté sera, pour ce bloc-là, d'être uni. Ça ne sera pas le cas. C'est assez hétérogène, oui, parce qu'il y a tellement de paramètres nationaux qui jouent, qui sont culturels, historiques, qui fait qu'il y aura les 2 blocs. Dernière observation, en quoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que d'abord, nous avons des relations de partenariat souvent privilégiés avec chacun des pays européens, notamment les pays de la rive sud. Deuxième point, nous avons des communautés de migrants qui sont installés dans ces pays. Troisième point, le discours d'islamophobie
qui est quand même préoccupant et problématique, et qui est recyclé non seulement en Europe mais ailleurs. Quatrième point, le statut des migrants et de l'immigration de façon générale, et tout ça nourrit un discours qui n'est pas favorable à une bonne perception des relations entre la rive nord et la rive sud, et entre le Maroc et certains de ces pays. Pour finir, est-ce que vous pensez que le pire est à venir? Parce qu'on voit que cette Europe qui vire dans l'extrême droite et cette confiance qui est rompue avec les partis de gauche, et même les partis de droite maintenant sont teintés d'extrême droite. Je vais vous répondre ceci, le pire est pour les Européens, pas pour nous. C'est l'affaire des Européens de savoir ce qu'ils veulent faire et s'ils veulent consolider ou pas un modèle démocratique, pluraliste. Pour autant, nous sommes intéressés parce que nous avons des liens étroits, des relations privilégiées avec ces pays européens à des titres variables, etc. Et c'est pour ça que c'est avec préoccupation que nous suivons ces élections-là et qu'on a retenu, si vous le voulez bien, ce qui s'est passé dimanche dernier au Portugal. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage. À bientôt, j'espère. Merci. Merci Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Une très belle soirée.